Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sur la tombe de son fils, un milliardaire découvre une vérité qu'aucune fortune ne pouvait lui offrir. Par un matin froid de novembre, un vent glacial parcourait silencieusement les allées du cimetière de Greenmont. Le ciel, d'un gris plombé, semblait peser de tout son poids, comme s'il partageait la lourdeur du cœur de l'homme qui se tenait immobile devant une tombe fraîchement refermée. Les feuilles mortes, tourbillonnant doucement autour de ses pieds, craquaient sous ses pas hésitants, brisant à peine le silence pesant qui enveloppait ce lieu de recueillement. Richard Caldwell, milliardaire et fondateur de l'empire technologique Caldwell Systems, était une figure célèbre. Visionnaire adulé par certains, impitoyable pour d'autres, il avait forgé sa fortune avec une rigueur froide et une détermination sans faille. Dans le monde des affaires, il était un conquérant, un stratège au sang-froid. Mais ce matin-là, loin des projecteurs et des réunions, il n'était ni patron, ni investisseur, ni même un homme d'affaires accompli. Il était simplement un père. Un père brisé, réduit à l'état d'homme vulnérable face à l'inéluctable. Son unique fils, Nathan Caldwell, n'avait que 19 ans quand il avait perdu la vie. L'accident était survenu sur une petite route de campagne, loin des lumières de la ville et de l'agitation des grandes avenues. Nathan conduisait seul, sans excès de vitesse, sobre et prudent. Une simple pluie soudaine, fine et traîtresse, avait rendu la chaussée glissante. Un virage trop serré, une trajectoire qui dérapa, et tout bascula en un instant. Une vie entière, arrêtée brutalement. Richard fixait la pierre tombale grise, froide et immuable. Cette pierre, pourtant lisse et polie, portait gravé le nom de son fils, et une date qui sonnait comme un coup près, 2005 à 2024. Il restait figé, le regard vide, l'âme enchaînée à un silence qu'il n'avait jamais connu. Depuis les funérailles, il n'avait pas versé une larme. Pas une. Il s'était armé d'un masque impassible, repoussant sa douleur dans un coin obscur de son esprit. Il portait son deuil comme il avait toujours fait face à l'adversité, avec froideur et contrôle. Pour lui, la douleur devait être domptée, rationalisée, intégrée comme un élément de plus dans la grande équation de sa vie. Mais ce matin-là, sous ce ciel lourd et menaçant, quelque chose changea. Quelque chose dans l'air, ou peut-être dans le silence même de la tombe, fit vaciller cette armure de glace. Une sensation nouvelle, une fissure imperceptible dans la carapace qu'il avait construite avec tant d'efforts. Richard sentit au fond de lui que cette fois, il ne pourrait plus contrôler. Cette fois, le poids de l'absence, la profondeur du vide, allait le confronter à sa vérité la plus intime, il était un père dévasté, perdu sans son fils. Un peu plus loin, à quelques mètres de la tombe, le regard de Richard fut attiré par une silhouette inattendue. Une femme noire, agenouillée sur l'herbe humide, tenait tendrement la main d'un petit garçon. Tous deux étaient modestement vêtus, la femme portait un manteau trop léger pour le froid de novembre, usé au coude, tandis que l'enfant, emmitouflé dans un sweat trop grand, serrait dans ses petites mains une fleur fanée, probablement cueillie sur le chemin. Ils étaient seuls, comme égarés dans ce vaste cimetière de pierre et de silence. La femme avait les yeux gonflés, rougis par des larmes qu'elle ne prenait pas la peine d'essuyer. Il n'y avait ni gêne ni tentative de dissimulation. Juste un chagrin pur, brut, offert au ciel. Ce n'était pas une douleur feinte ni dramatique, mais une peine sincère, digne, silencieuse. Intrigué, Richard s'approcha à pas lents, presque hésitant, comme si une part de lui pressentait que cette rencontre n'était pas fortuite. Il n'avait jamais vu cette femme auparavant. Du moins, pas consciemment. Pourtant, elle semblait liée à Nathan, d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Il s'arrêta à quelques pas d'eux, d'une voix plus douce qu'il ne se connaissait, il demanda. « Excusez-moi. Vous connaissiez mon fils ?» La femme leva les yeux. Son visage était bouleversé, mais sa posture resta droite. Il y avait dans son regard une forme de respect, mêlée à quelque chose d'infiniment triste, une reconnaissance silencieuse, et en même temps, une pudeur immense. « Oui, monsieur Caldwell, dit-elle simplement. Je m'appelle Daniel Washington. J'étais serveuse au Greenmont Hotel, l'un des établissements que vous possédez. » Richard hocha légèrement la tête, sans un mot. Il n'aurait jamais pu mettre un nom sur les centaines de personnes qui travaillaient pour lui.
Votre fils? Nathan venait souvent avec ses amis. Il commandait toujours les mêmes choses. Un thé vert et une part de tarte aux pommes. Mais il faisait quelque chose que personne d'autre ne faisait. Il me regardait dans les yeux quand il me parlait. Il me disait merci avec sincérité. Et un soir? Sa voix se brisa brièvement. Elle inspira profondément, et continua. Un soir, il m'a vu pleurer. J'étais dans le couloir, entre deux services. Mon fils, Liam, ici présent, venait d'être hospitalisé. Fièvre élevée. J'avais raté mon deuxième emploi pour rester auprès de lui. J'avais peur de tout perdre. Nathan ne m'a pas posé de questions. Il m'a simplement tendu une serviette et m'a dit, prenez votre temps. Puis, quand je suis revenu à ma station, j'ai trouvé un mot dans mon carnet de commandes. Pas d'argent. Juste une note. Il avait écrit. Elle fouilla dans la poche intérieure de son manteau, tremblante. Elle en sortit un petit papier froissé, jauni par le temps, protégé dans un morceau de plastique. Elle le tendit à Richard. Vous méritez mieux que des excuses silencieuses. Vous êtes une force que le monde refuse souvent de voir. Richard lut ces mots, et ce fut comme si le vent lui coupait la respiration. Il serra le papier entre ses doigts, réalisant qu'il tenait là un fragment de l'âme de son fils. Une part intime, précieuse, dont il n'avait jamais rien su. Il sentit une fêlure, quelque part entre sa poitrine et sa gorge. Une fissure dans cette forteresse qu'il s'était construite contre la douleur. « Il vous a écrit ça ?» murmura-t-il, incrédule. « Oui. Et je ne l'ai jamais oublié. Ce n'était pas de la pitié. C'était du respect. Et dans les jours qui ont suivi, il a continué à me saluer. Il m'a même demandé comment allait Liam. Il n'a jamais agi comme s'il était au-dessus de moi. Il m'a vu. Vraiment vu. » Richard sentit une boule monter dans sa gorge. Il avait passé des années à croire qu'il devait élever son fils pour qu'il soit fort, brillant, compétitif. Il lui avait enseigné la rigueur, la logique, la discipline. Mais il avait ignoré que Nathan était aussi doux. Profond. Présent pour les autres. Il avait cultivé un cœur aussi vaste que son esprit. Et, votre fils? Demanda Richard en regardant l'enfant qui restait toujours silencieux, serrant sa fleur fanée. Daniel sourit tristement, les yeux embués de souvenirs qu'elle semblait chérir avec douleur. Il s'appelle Liam, dit-elle d'une voix douce. Nathan lui parlait souvent. Il ne le faisait pas par charité ni par politesse. Il s'intéressait vraiment à lui. Il l'écoutait comme on écoute un adulte, avec respect. Un jour, pour son anniversaire, il est arrivé avec un sac rempli de livres. Pas de jouets. Juste des histoires. Des contes africains, des romans jeunesse, des bandes dessinées, même un vieux volume relié de Jules Verne. Nathan lui avait dit, les livres, c'est comme une arme silencieuse. Une fois que tu sais lire, personne ne peut plus t'enfermer. Richard baissa les yeux, la gorge nouée. Il n'avait jamais entendu ces mots sortir de la bouche de son fils. Il connaissait ses notes, ses projets, ses réussites scolaires. Mais cette tendresse, cette vision du monde, il la découvrait là, à travers la voix d'une femme modeste et digne, debout près d'une tombe. À côté, Liam, jusque-là silencieux, s'approcha. Il marchait lentement, avec la précaution d'un enfant qui entre dans un lieu sacré. Il tenait la fleur fanée entre ses mains comme s'il s'agissait d'un trésor. Arrivé devant la pierre tombale, il s'agenouilla, le front légèrement baissé. Puis, avec un geste délicat, il déposa la fleur au pied de la tombe. Il murmura, si bas qu'on aurait pu croire que c'était une prière. « Merci, Nathan. » Ces 3 mots, simples et clairs, résonnèrent plus fort dans le cœur de Richard que tous les discours qu'il avait entendus durant les funérailles. Il sentit son souffle se couper. Un instant plus tard, sans même y penser, il tomba à genoux à côté du garçon. Ses jambes avaient cédé, oui, mais ce n'était pas de faiblesse physique. C'était l'émotion, brute, inexorable, qui l'avait abattu comme une vague. Il posa une main tremblante sur l'épaule de Liam. « Merci à toi, d'être là, » dit-il d'une voix brisée, presque inaudible. « Tu aimais lire, Liam ?» Le petit garçon leva les yeux vers lui, étonné mais confiant.
Il hocha la tête. Oui, monsieur. Nathan m'a dit qu'un livre, c'est comme une clé. Ça ouvre des portes qu'on ne voit pas encore. Ces mots frappèrent Richard en plein cœur. Il répéta intérieurement, des portes qu'on ne voit pas encore. Là, accroupi dans la terre froide, il comprit que son fils avait vu plus loin que lui. Que Nathan, à 19 ans, avait déjà saisi l'essence de ce que Richard n'avait jamais su nommer, la transmission invisible. Celle qui ne passe pas par les titres, les diplômes ou les comptes bancaires, mais par les gestes, les regards, la dignité partagée. Le silence qui s'installa ensuite n'était plus pesant. Il ne s'agissait plus du vide du deuil, ni de la solitude d'un père éploré. C'était un silence plein. Un silence qui liait trois êtres, l'homme, l'enfant et la mère, dans une forme de présence rare et authentique. Il n'y avait plus de milliardaires, plus de serveuses, plus de hiérarchie. Il n'y avait que la mémoire d'un garçon lumineux, et les cœurs qu'il avait touchés. Richard ne voulait plus fuir ce moment. Il ne voulait plus l'analyser, ni le classer, ni le ranger dans une case. Il voulait juste rester là, un peu, à genoux, aux côtés de ce petit garçon qui lui rappelait son fils, et de cette femme qui, par sa douleur, venait de lui ouvrir une porte qu'il n'avait jamais vue. Ce soir-là, alors que la ville s'illuminait lentement sous un ciel couleur charbon, Richard ne retourna pas dans son pantouse de verre et d'acier sur la 5e avenue. Le bâtiment, pourtant impressionnant, avec ses murs transparents et ses meubles au design froid, lui apparut soudain comme une forteresse vide, un mausolée du succès, mais pas un foyer. Au lieu de cela, il prit une décision qui aurait semblé impensable la veille. Il se tourna vers Daniel et Liam, encore émus par leur moment partagé au cimetière, et dit d'une voix douce mais assurée. « Voudriez-vous dîner avec moi ce soir ? Chez moi. Rien d'extravagant. Juste, parler. Écouter. Rire, peut-être. » Daniel, surprise, le regarda un instant, puis acquiesça lentement, touché par la sincérité dans ses yeux. Elle ne vit plus le magnate, mais un homme seul, qui cherchait à comprendre, à se rapprocher, à guérir. Et ainsi, quelques heures plus tard, dans un appartement habituellement animé par les réceptions formelles et les silences pesants, une petite table fut dressée dans la cuisine, pas dans la salle à manger, trop grande, trop froide. Richard, maladroit mais volontaire, fit réchauffer une soupe qu'un de ses cuisiniers avait laissée dans le réfrigérateur. Il sortit du pain, du fromage, des pommes. Rien de compliqué. Rien de préparé par des chefs étoilés. Daniel, assise en face de lui, gardait cette élégance simple des femmes qui ont tout traversé. Liam, un peu intimidé au début, finit par se détendre en voyant Richard lui tendre un livre posé sur une étagère, L'île au trésor, édition originale reliée cuir. Nathan l'avait adoré, avait griffonné quelques notes dans la marge. L'enfant ouvrit le livre comme s'il venait de découvrir un trésor réel. Le repas fut simple, mais chaque bouchée avait la saveur de la vérité. Richard ne dirigea pas la conversation. Il écouta. Vraiment. Il se laissa porter par les anecdotes de Daniel, comment Nathan la faisait rire en commandant toujours un dessert qu'il ne mangeait jamais, juste pour lui laisser un pourboire. Comment il avait appris à dire bonjour en swahili à une plongeuse kenyane, par respect pour son sourire. Comment il avait, un jour, défendu un jeune serveur noir que le responsable du restaurant avait injustement humilié. Liam, avec sa voix douce et ses mots d'enfant, raconta comment Nathan lui avait appris à lier des idées ensemble. Il disait qu'on peut voler même si on n'a pas d'aile, du moment qu'on pense fort et qu'on lit bien. Richard rit à travers ses larmes. Il n'avait jamais entendu Nathan dire ça. Et pourtant, c'était si typique de lui. Chaque souvenir raconté devenait une pierre précieuse, ajoutée au collier d'une mémoire qu'il croyait perdue. Et à mesure que la soirée avançait, quelque chose de profond se produisit. Richard sentait la présence de son fils, non comme une ombre triste, mais comme une lumière vive, mouvante, chaleureuse. À un moment donné, Daniel lui dit. « Vous savez, je crois que Nathan portait en lui une partie du monde que vous avez essayé d'oublier. Pas par cruauté. Par protection, peut-être. Mais il l'a vu, lui. Et il n'a jamais détourné les yeux. » Ces mots frappèrent Richard en plein cœur. Il regarda autour de lui cet appartement immense, rempli d'art, de technologie, de trophées. Et pourtant, ce soir-là,
Les choses les plus précieuses dans cette pièce, c'étaient les voix. Les souvenirs. Les vérités dites à table, sans détour ni décor. Quand Daniel et Liam partirent, Richard les raccompagna lui-même jusqu'à la porte. Il s'agenouilla une dernière fois à la hauteur de l'enfant et lui dit, d'une voix ferme mais tendre. « Si jamais tu veux emprunter un livre, ou parler de Nathan, ma porte sera toujours ouverte. » Liam hocha la tête, un sourire sincère sur les lèvres. Puis il tendit le poing vers Richard, qui, un peu surpris, répondit avec un petit geste maladroit. Fist bump. Nathan faisait toujours ça, se souvint-il. Même avec les enfants. Quand la porte se referma derrière eux, Richard resta debout, seul, le cœur noué, mais différent. Il avait découvert ce soir-là un autre visage de son fils, celui que seul l'amour sans condition permet de révéler. Et dans ce repas partagé, dans ces mots simples et ces silences remplis, il avait trouvé un début de rédemption. 3 mois plus tard, le vent avait changé, tout comme le cœur de Richard Caldwell. L'hiver avait laissé place à un printemps timide, et avec lui, un renouveau que personne, pas même Richard lui-même, n'aurait pu prévoir. Ce matin-là, dans l'auditorium principal du Centre culturel de Harlem, des centaines de personnes étaient réunies. Membres de la presse, éducateurs, militants, anciens employés du groupe Caldwell System, mais aussi de simples habitants des quartiers populaires, venus par curiosité ou par espoir. L'événement était retransmis en direct sur plusieurs chaînes nationales. L'homme qui allait parler n'était pas seulement un milliardaire, c'était désormais un père endeuillé, porteur d'un message inattendu. Sur scène, un immense écran affichait en lettres sobres, Fondation Nathan Caldwell pour l'éducation et la justice sociale. Richard Caldwell monta sur scène dans un silence respectueux. Il ne portait pas le costume sur mesure habituel, mais une veste simple, sombre. Il avait vieilli, semblait-il, ou peut-être mûri. Dans ses yeux, il n'y avait pas la dureté froide des années passées, mais une profondeur nouvelle, forgée par la perte et transformée par la rencontre. Il se posta derrière le pupitre. Respira un instant. Et parla. Il y a 3 mois, j'ai perdu mon fils. Nathan. 19 ans. Trop jeune. Trop brillant. Trop bon pour ce monde, peut-être. Un léger frémissement parcourut l'audience. Pendant longtemps, je l'ai regardé comme un héritier. Je l'ai préparé à reprendre mon empire. Je lui ai transmis mes stratégies, mes principes, mes ambitions. Mais je n'ai pas vu ce qu'il essayait de me transmettre, lui. Il ne voulait pas hériter. Il voulait inspirer. Il marqua une pause. Ses yeux étaient humides, mais sa voix, ferme. Grâce à Nathan, j'ai compris que la valeur d'une vie ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on partage. À ce qu'on laisse derrière soi. Et parfois, ce sont ceux qu'on ignore, ceux qu'on croit invisibles, qui nous tendent la main dans l'obscurité. Il se tourna légèrement vers la droite de la scène. Danielle Washington se tenait là, droite et élégante dans un tailleur sobre. À ses côtés, Liam, en chemise blanche, tenait un livre contre lui, L'île au trésor, celui que Nathan lui avait offert 2 ans plus tôt. La couverture était un peu cornée, mais les pages étaient lues, aimées, habitées. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis fier d'annoncer la création de la Fondation Nathan Caldwell pour l'éducation et la justice sociale. Son objectif sera simple, mais essentiel, construire des bibliothèques dans les zones oubliées. Offrir des bourses à des enfants brillants mais négligés. Soutenir les mères seules, les enseignants engagés, les rêveurs silencieux. Offrir une chance, une voix, une dignité, astérisque. Il se tourna cette fois vers Daniel et l'invita à s'avancer. Et pour diriger cette fondation, j'ai choisi une femme que mon fils a vue avant moi. Une femme forte, juste, discrète. Une mère. Une battante. Une âme que la société aurait ignorée, mais que Nathan a honorée. Je vous présente la directrice de cette fondation, Madame Danielle Washington. Une ovation se leva. Pas bruyante. Mais respectueuse. Authentique. Danielle s'avança, la gorge nouée, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais parlé devant autant de monde. Mais ce jour-là, elle ne parla pas pour elle. Elle parla pour son fils, pour Nathan, pour tous les enfants qu'on regarde sans voir. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je serais là.
sur cette scène. Je n'ai pas de diplôme prestigieux. Je viens d'un monde qu'on oublie trop souvent. Mais Nathan m'a regardé comme une égale. Il a vu mon fils, il a cru en lui. Alors aujourd'hui, je veux que chaque enfant à qui on dit « ce n'est pas pour toi » sache qu'il peut apprendre, rêver, créer, et être aimé. Peu importe d'où il vient. Dans le premier rang, Liam tenait toujours son livre. Ses jambes ne touchaient même pas le sol, mais ses yeux étaient fixés sur Daniel. Fier. Silencieux. Présent. Richard le regarda, longuement. Puis, dans un geste simple mais chargé de sens, il descendit de la scène et vint s'agenouiller à côté de lui. Il posa une main sur l'épaule du garçon. « Nathan aurait été fier de toi », murmura-t-il. Liam tourna doucement la tête et répondit, avec le sourire calme des enfants qui comprennent plus qu'ils ne disent. « Il m'a appris à voir les choses autrement. » Richard ferma les yeux, le cœur gonflé de douleur, mais aussi de sens. Dans cette salle, dans cette mission, dans ce petit garçon et cette femme devenue directrice, il avait retrouvé ce que ni l'argent ni la gloire ne pouvaient lui offrir, une raison d'exister. Et peut-être, à travers eux, une façon de rendre Nathan éternel.